Ça fait plaisir de vous voir ici, parce qu'en fait, cette pièce, cette salle, c'est un ancien entrepôt de matériel de l'Aéropostale. Là, ce soir, où on va compter, où on va vous raconter des histoires avec Olivier, nous sommes dans la légende de l'Aéropostale. Oui, je dis on parce que on va s'y mettre à deux pour vous raconter tous ces pionniers. Pas tous, il faudrait des années de spectacle. Non. Les principaux, les plus connus peut-être, ceux qui viennent de la nuit des temps aussi. N'oublions pas que l'idée de voler n'est pas née avec l'Aéropostale, elle est née bien des siècles, des millénaires avant. Moi, en tout cas, ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une gamine. C'est une gamine. Adrienne. Adrienne, Bolland, ça rime avec poison violent. N'oubliez pas. Elle a 23 ans quand elle perd au jeu, parce qu'elle est joueuse. Elle perd son pécule au jeu sur un mauvais cheval, et par dépit ou par un mauvais conseil, ou par défi, elle veut devenir pilote. Et c'est comme ça qu'en 1919, l'hiver 1919, où Pierre Latécoère fait son premier voyage vers Rabat, Adrienne va rentrer à l'école du Crotoy, dans la Somme, une école d'aviation. Les frères Caudron, ils ont tout compris en 1909. On fabrique des avions, d'accord, mais il faut aussi apprendre aux gens à les piloter. S'ils les cassent, c'est pas bon pour la pub, la réclame, comme on dit. Et c'est comme ça qu'Adrienne, en décembre 1919, intègre l'école du Crotoy. C'était pas facile du tout, quand on est une femme, à cette époque-là, d'intégrer un monde de mecs. Juste quelques rappels, les femmes avaient le droit de travailler, c'était même fortement conseillé, mais c'était leur mari qui touchait le salaire, jusqu'en 1907. Mesdames, je vous rappelle que c'est en 1945 que vous avez eu le droit de vote, et dans les années 60, de tout début des années 60, que vous avez pu avoir un compte bancaire à votre nom, personnel, sans l'avis du mari. Ah ouais. Et devenir pilote à cette époque-là, rentrer dans ce monde de brut en étant une petite jeune fille de 24 ans, mignonne, superbe, j'ai presque envie de dire qu'il fallait en avoir. N'empêche que là, où les mecs mettaient 6 mois pour apprendre à piloter un avion avec de la casse, avec des déboires, en 2 mois, elle a su le faire. Elle est rentrée en décembre, en janvier, elle avait son brevet de pilote. Le brevet 12 bis. Oui, Adrienne est joueuse. Mais Adrienne n'aime pas tenter le sort, pas tant que ça. Pas question d'avoir le brevet 13. Je vous rappelle que c'est un poison violent, Adrienne Bolland. Ça sera donc le 12 bis. C'est unique dans les histoires de l'aviation. Elle frappe tellement des pieds et des mains qu'elle finira par obtenir de René Caudron, fabricant d'avions, un contrat de 3 ans comme convoyeuse. Dans ce monde de mecs, dans ce monde de pull à sueur, dans ce monde de gros bras, elle sera une des rares femmes à avoir un contrat de convoyeuse d'avion. Dans la foulée, avec ses 40 heures de vol, là où ses comparses, rescapés de la Première Guerre mondiale, en avaient 2000, 3000, elle va tenter une première traversée, celle de la Manche dans le sens France-Angleterre, Clonberiot. Ouais, c'est le plus compliqué parce que c'est face au vent. Elle va réussir, elle va la faire cette traversée. Elle va revenir les biceps gonflés à bloc. Elle va tellement casser les pieds à toute la bande à Caudron que je ne sais pas lequel va lui susurrer qu'en Amérique du Sud, ça serait pas mal que tu ailles faire la réclame des avions Caudron. C'est un moyen comme un autre de se débarrasser d'elle, en fait. C'est comme ça qu'elle est arrivée en 1920 en Argentine, petite et frêle gamine de 24 ans, accompagnée de ses 2 avions et d'un mécano, du Perrier. Et c'est comme ça qu'arrivée en Argentine, elle a commencé à faire des exhibitions, de la voltige, des baptêmes de l'air. Oh, très rapidement, c'est devenu la coqueluche de la presse et de tout le monde. On l'appelait l'Hirondelle. C'était son surnom, l'Hirondelle. Vous savez, quand quelqu'un manie aussi bien le risque, le sport, et qu'il se trouve face à une montagne telle que les Andes, très rapidement, il y a une idée qui chauche, qui arrive, qui galope.
Et si je passais par au-dessus? Et si j'étais la première femme à passer les Andes? Ouais, auparavant, 3 ans avant, ils étaient 4 ou 5 à avoir réussi le coup, hein, avec des avions de 400 chevaux. Hein, ouais. Mais une faible femme, comme ça, passer les Andes. Caudron a dit, ah non, pas d'avion plus puissant. Non, moi je veux pas être associé à un massacre. Si elle se plante, c'est les avions Caudron qui vont ramasser. Non. Alors elle a fait des exhibitions. Elle a encore fait des baptêmes de l'air, elle a financé sa traversée. Et en avril 2020, elle est allée à Mendoza. Jean-Claude vous en a parlé tout à l'heure. Mendoza, c'est le pied des Andes côté Argentine. Elle est allée faire des reconnaissances de ces vallées, elle s'est approchée des montagnes. Du périple, pendant ce temps-là, il a modifié l'avion, il a rajouté un réservoir pour qu'elle puisse voler 9 heures. 9 heures. Sur un caudron G3. Ça vous parle, un caudron G3 hein? Non, pas tous, je vois. Il y en a, ils se foutent. Non, un caudron G3, c'est presque du domaine de l'ULM, si vous voulez. Ça fait une dizaine de mètres d'envergure, 700-800 kilos. C'est un biplan. Le fuselage de cockpit, c'est une baignoire à l'air libre. Le moteur est devant. Ça veut dire qu'en vol, on ramasse l'huile, le courant d'air et tout ce qui peut traîner autour. On est à l'air libre. Et dans les Andes, quand on vole à 4-5 000 mètres, il fait moins 20, moins 40. C'est tout sauf confortable. Alors 9 heures de vol sur ce genre d'engin, ça peut être très compliqué. Elle a fait des reconnaissances, oui. Et puis il y a cette femme qui est venue la voir, sortie dans ses où, dans sa chambre d'hôtel. Toi, tu vas traverser les Andes. Attention, à un moment, la vallée va se partager en deux. Ne pars pas vers la droite, oui, ça sera accueillant. Non, mais c'est la mort. Vire à gauche, prends la vallée de gauche. Et la femme est partie, laissant Adrienne dans ses pensées, dans ses réflexions face au monstre qu'elle avait en face d'elle. Le 1er avril 1921, retenez bien cette date, 1er avril, Adrienne s'est présentée à côté de son avion. Elle avait enfilé une tenue de vol parfaitement adaptée aux conditions du jour. Elle avait mis un joli petit pyjama de soie, un pull de mohair par-dessus et une combinaison marron clair, très saillante en coton. Et de manière à ne pas être frigorifiée immédiatement, elle avait glissé des journaux entre les différentes couches de vêtements. Elle s'était fait un petit soin de la peau sur l'ensemble du corps, se badigeonnant en graisse aussi. Voilà, elle était prête. Ça donnait une démarche un peu comme ça. Si vous regardez les photos d'époque, on la voit toujours comme ça. Vous serrez de plier les bras avec des journaux un peu partout, c'est pas facile du tout, non. On l'a aidé à monter dans son avion. Contact, moteur, l'engin s'est mis en route. Elle a laissé chauffer 5 minutes, pas plus, il était 6h45. Elle a pris l'air. Elle a pris l'air vers là-bas, vers la Concagua, vers cette montagne qui mesure 7000 mètres presque. Son caudron, son G3, s'il peut dépasser 4300 mètres, c'est vraiment le grand maximum. S'il peut voler au-delà de 105 km/h, c'est que vraiment il a du vent arrière. Et là voilà qui remonte la première vallée, qui s'approche des Andes, qui tombe sur des vents venant de l'Atlantique et qui passe les montagnes absolument terribles. Par 3 fois. 3 fois. Elle sera refoulée par le vent. Elle fera du surplace par rapport à la terre. Par 3 fois, elle trouvera le moyen de louvoyer, de passer dans des remous. 3 fois 20 minutes d'enfer, à se demander si elle passera. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à mesurer le risque. Joueuse, ouais, mais consciente. Consciente du danger que ça représentait de se mesurer aux Andes. Consciente que son avion n'était absolument pas fait pour ça. Que c'était une folie. Mais quand on est engagé dans une telle folie, on va où? Elle a découvert ce que Vacher appellera plus tard l'ascenseur des Andes. C'est-à-dire que ce vent qui la refoule, qui l'empêche de passer, finit par rebondir sur le relief, remonte vertical. Et c'est un principe bien connu en aviation, en planeur, que
Un avion qui vole dans une masse d'air qui vole, qui monte, s'élève avec elle. Alors elle est passée. Elle a passé le Christ, elle a passé cette vallée, cette montagne, plus haut que le plafond de son avion. Elle a réussi. Et quand elle a plongé en face dans les rabattants, là, la vallée se partageait en deux. Dans un bras, il y avait un lac, Laguna de Linquez. La vallée se partage en deux, à droite, mais c'est prometteur. Le visage, la voix de la femme est revenue. Elle était là. Ne prends pas la vallée de droite. Même si tu as peur, prends celle de gauche. Ça va passer à gauche. Et Adrienne a tourné vers la gauche. Adrienne s'est faufilée derrière un premier bloc. Elle volait dans une vallée qui faisait quoi 100, 150 mètres de large. C'est pas gros quand on est en avion. Pas de marge d'erreur. Surtout avec un engin de ce type-là. Elle s'est faufilée dans cette vallée, dans ces canyons. Elle a continué à descendre. Autour d'elle, c'était que de la roche. C'était de la neige. On était au début de l'hiver. C'est une zone de mort à cet endroit-là. Mais elle a survolé. Elle a passé cette zone. Elle a tourné à gauche, comme l'avait dit la voyante. Et elle a commencé à descendre la vallée. Et à voir là-bas, tout au fond, comme une lueur bleue, l'océan Pacifique, la terre promise. Elle est arrivée à Los Andes, 4 heures après son décollage. Elle a continué à virer à gauche. Elle est arrivée jusqu'à Santiago du Chili. Elle a fait le tour de la ville. Elle s'est approchée de la base aérienne. Et là, ils étaient là, tous à l'attendre. Des milliers de personnes. Des centaines de femmes qui savaient qu'elle arrivait. Ce que ne savait pas Adrienne, c'est que sa route survolait le transcendant, le train, et que les stations, les unes après les autres, télégraphiaient à l'arrivée. Elle est passée là à telle heure. Elle a passé le col, elle a passé Los Incas. En fait, les gens savaient très bien qu'elle était arrivée avant même qu'elle touche le sol. Quand elle s'est posée, mais ça a été une explosion, ça a été fabuleux. On l'a accueillie comme un dieu vivant. Une femme vient de passer les Andes. Une fête énorme. Il y en a qu'un qui n'était pas là. Quel jour sommes-nous? Vous vous souvenez? 1er avril. 1er avril, ouais. Quand on est à l'ambassadeur de France, dites, il y a une Française qui vient de passer les Andes, c'est la première. Il a fait, mais mes amis, enfin, un 1er avril me dire ça, vous vous moquez? Non, impossible. Quelle gageure, non. Tant pis pour lui, il ne l'a pas vu, hein. Parce qu'Adrienne, pendant 3 mois, on l'a fêté au Chili, au Paraguay, au Brésil, en Argentine. Ça a été fabuleux pour les femmes. Une femme a passé les Andes dans un continent qui est quand même relativement macho. Ça voulait dire quelque chose à cette époque-là. Ça veut toujours le dire. Adrienne, elle est rentrée en France. Vu les problèmes qu'elle générait avec les autres pilotes, Caudron a arrêté son contrat. Alors elle a fait des meetings, elle a fait des concours de looping, elle va en enchaîner jusqu'à 272 d'affilée. En 70 minutes, comptez, ça fait un looping toutes les 20-30 secondes. Elle a arrêté quand les fils de bougie de son moteur ont cassé en fait. Ouais, non. Et après cette traversée des Andes, après cette petite traversée du désert où il a fallu qu'elle vive de son art, le pilotage, Adrienne a continué sa vie. Ouais. Sa vie jusqu'en 1975, où dans un dernier vol, elle a rejoint là-haut Ernest Vachon, l'amour de sa vie, sa plus grande traversée, 42 ans. Elle a rejoint Ernest et il y avait aussi qui, mais il y avait Syntex, il y avait Mermoz, et tous ces pilotes qui avaient passé les Andes. Je crois même qu'il y en a un qui lui a dit « gamine, merci. Si on est passé, c'est grâce à toi. Tu nous as montré le chemin. » Adrienne Bolland, un poison violent. Mais quel beau poison, quel courage. Grâce à elle, le droit de vote, le droit d'avoir un compte bancaire, peut-être un jour l'égalité des salaires. Adrienne est la seule femme aviatrice en France à ne pas avoir de monument.
cher ami. J'ai retenu un dernier instant tant que j'ai pu, mais là c'est à toi. Mesdames et messieurs, Olivier de Robert. Arrive. À mon grand âge, je suis obligé, contrairement à toi, un petit fauteuil. Ciao mon gars. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. And have we found